Docteur Jean-Paul Fortin est médecin et spécialiste en fait en santé communautaire et santé publique. C'était la spécialité que tu as fait, Jean-Paul. C'est les deux combinés ou comment ça a changé maintenant, je pense? Ça a changé. Avant, c'était la spécialité en santé communautaire. Là, maintenant, c'est médecine préventive et santé publique. Ou santé publique et médecine préventive. OK. Mais donc, tu es médecin spécialiste et puis tu es professeur titulaire honoraire de l'Université Laval. Tu as pris ta retraite comme professeur actif, mais tu es, on dirait, encore plus actif maintenant que tu l'étais. Et puis, tu es toujours chercheur au Centre de recherche en soins de première ligne Vital, qui est le centre de recherche dans lequel on est affilié dans le Living Lab Charlevoix. Tu es un expert international, entre autres en télésanté. Et tu sièges vraiment sur plusieurs comités experts en télésanté. En fait, tu as été un des pionniers au Québec au niveau toute la question du dossier médical électronique. Bon, évidemment, la télémédecine. Et évidemment, la télémédecine, on voit plus ça, comme tu l'as dit, de la même manière depuis la COVID. J'aimerais savoir, est-ce que tu penses que ce rapport-là, donc ce rapport-là est aucunement public présentement, on est en train de le lire, donc tu peux pas partager ces informations-là. Au moment où on s'est parlé il y a quelques semaines, tu disais, peut-être qu'on pourra en parler, mais c'est pas grave. Déjà, l'information que tu nous as partagée maintenant, c'est très, très intéressant. Jean-Paul, il y a quand même des choses qu'on sait, qui étaient des évidences, là. La télémédecine, avant la COVID, c'était très, très peu utilisé, n'est-ce pas? En fait, j'ai regardé beaucoup l'historique de tout ça et il a été directement impliqué, je dirais presque depuis les débuts. Ce qu'on découvre, c'est qu'il y a différentes époques et qui sont fort différentes en termes de gestion et d'évolution de la télésanté. Et c'est intéressant de comparer les époques. La première époque était celle avant 2004, qui était celle qui était la période de, je dirais, de la naissance de la télésanté au Québec, avec des leaders cliniciens terrain, dont le docteur Cloutier, qui était Alain Cloutier, qui était cardiologue pédiatre et qui a fait développer et faire évoluer la télésanté à partir d'un dossier qui était celui de l'échocardiologie pédiatrique et qui s'est fait du côté de l'Est du Québec au départ, donc Rimouski, Québec, plus après l'ensemble des territoires du territoire du Ruistre aujourd'hui, finalement, mais en lien aussi avec des collègues de McGill, Sherbrooke et Montréal. Donc, ça regroupait l'ensemble des cardiologues pédiatres, les 13 à l'époque. Tout le monde travaillait ensemble, un peu chacun sur son terrain, mais en suivant tout ce qu'on pouvait apprendre à travers la démarche qui se faisait dans l'Est du Québec, où il s'est passé énormément de choses avec des équipes, je dirais, des bâtisseurs extraordinaires, dont Alain, le clinicien, avec Jean Boulanger, que d'autres ont pu connaître depuis ce temps-là, qui vient à peine de prendre sa retraite, et qui était le volet techno, et qui était continuellement là en mode je dirais, de co-construction avec les gestionnaires aussi. Et donc, il y avait cette période-là où il y avait une synergie étroite entre le terrain, je dirais l'expertise et le ministère. Le ministère était, il y avait, avant ça, on parlait encore beaucoup de décentralisation, centralisation, mais autour de cette dynamique-là, on parlait plus de synergie entre les niveaux d'intervention. Une synergie ce que ça voulait dire, c'est que chaque niveau a des responsabilités, a je dirais des capacités, un potentiel de faire des choses, mais chacune est un peu complémentaire l'une à l'autre. Le terrain, localement, c'est vraiment là que peut se faire l'innovation, c'est vraiment là que peuvent se développer les applications, que peuvent se développer les façons d'utiliser, la façon de travailler en équipe autour de l'utilisation de la télésanté. Et ça prend des champions terrain de différents niveaux. Mais donc ça, c'est toute la partie qui permet de faire émerger les projets, les faire évoluer, les faire avancer. Maintenant, le problème dans
télésanté, comme dans beaucoup d'innovations, c'est une fois que tu innoves, que tu développes des nouvelles choses, comment tu fais pour les intégrer, pour que ça devienne une routine dans l'organisation? Donc, c'est la partie plus intégration dans le système. Et là, on s'aperçoit que il y a des conditions particulières et qui sont différentes des conditions d'émergence, en particulier la question des conventions collectives, en fonction des budgets. Quand on fait un projet d'innovation, en général, c'est des budgets non récurrents. On trouve des budgets à droite pas à gauche, on met ça là, puis on a des champions, on a des leaders, puis on a des gens qui drivent là-dessus. Quand tu te dis, bon, ben là, ça serait le fun que ça devienne une routine dans l'organisation, là, tout un nouveau pan de mur de préoccupations et d'enjeux se soulève. Les gens disent, oui, mais là, c'est qui va payer pour ça? Puis dans quel budget on va prendre ça? Et pour choisir ça? Et à quelles conditions? Comment on va réussir à mobiliser les gens? Et au niveau des syndicats, comment on va amener le personnel syndiqué à accepter de changer leur pratique, d'adapter leur réalité pour être capable de le faire. Donc, comme un deuxième niveau de prise de décision. Puis, le troisième niveau est plus quand tu veux déployer. Tu dis, bon, mais ça serait le fun que ça puisse s'étendre à l'ensemble du Québec ou à l'ensemble d'une région. Là, on s'aperçoit qu'il y a comme un troisième palier de preneurs de décision et de gens impliqués qui sont plus au niveau des systèmes, plus au niveau de l'organisation, plus au niveau des règles du jeu général. Donc, on tombe au niveau ministériel beaucoup. Ministère qui, lui, décide ce qu'il fait avec ses budgets, décide des orientations stratégiques, à négocier avec les fédérations, avec les organisations pour être capable d'avoir des règles du jeu, entre autres, par exemple, la rémunération. Donc, il y a plusieurs décisions, plusieurs démarches qui se font beaucoup plus à un niveau central. Tu peux pas avoir, à partir de la Malbaie, une capacité de prendre des décisions pour décider comment les gens de Montréal vont fonctionner. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, la stratégie qu'il y avait avant 2004 était celle de dire, on a tout un réseau de gens qui travaillent ensemble, qui travaillent en équipe, partenaires, et chacun en apportant son input à partir de sa préoccupation, mais chacun apprenant de l'autre. C'est très utile quand tu es sur le terrain de savoir comment ça marche un ministère. C'est très utile de savoir comment ça marche une région. Et c'est la même chose pour le ministère. Le message qu'on passe, c'est extrêmement utile que le ministère puisse savoir comment ça marche sur le terrain, de voir les particularités du terrain, les contextes des terrains qui sont souvent fort différents d'un milieu à l'autre. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les contextes variables, puis si je ramène la logique de on construit sur le terrain, la co-construction se fait sur le terrain, puis à ce moment-là, il faut qu'il y ait une ouverture sur une capacité de décentraliser des choses et de rendre les choses possibles sur le terrain. Et ça demande une approche, je dirais, à ce moment-là, c'est systémique. Donc, un système de santé qui permet et qui favorise et qui supporte l'innovation. Si on change maintenant, puis je dirais quand même que déjà à cette époque-là, le Québec était parmi les plus avancés au monde. On travaillait énormément avec les autres provinces, des collègues d'Ontario, avec des grands de ce monde là, comme Ed Brown, qui était le responsable du projet Télésanté en Ontario, qui a été tellement costaud et tellement bon, qui a été le leader de tout ce qui s'est fait de fusion des grands projets Télésanté en Ontario pour être le grand chef de l'OTN, le réseau de Télésanté de l'Ontario. Et même, il a été recruté par les Américains pour être le président de l'Association américaine de la télésanté. Il faut le faire. Il y a quelqu'un du Canada qui devient président de l'ATA, ça prend vraiment quelqu'un qui est spécial. C'était un bonhomme, c'était un médecin qui était super costaud au niveau des urgences et qui avait un leadership extraordinaire. Mais donc, ça progressait et on était très en lien aussi avec l'Alberta. L'Alberta était un endroit qui était très, très porteur à l'époque, qui était très d'avant-garde, avec des équipes qui avaient une ouverture très grande au niveau international aussi. On retrouvait là des gens comme Bashir. Bashir a été pendant longtemps le président aussi américain de la télésanté. C'était un grand bonze, un grand chercheur. Il a écrit plein d'affaires à travers le monde. On retrouvait ces gens-là dans les réunions qu'il y avait en Alberta où on participait. Donc, il y avait vraiment puis du côté Québec, il y avait aussi des liens étroits avec Grenoble, avec Lyon, et tout ça faisait qu'il y avait
c'était une révolution extraordinaire et qui fonctionnait très bien. Est arrivé 2004. Qu'est-ce qui est arrivé en 2004? Là, il est arrivé une volonté politique fort différente. Pendant qu'en Ontario, on mettait 10 millions par année pour faire avancer ce qui était déjà en marche, au Québec, on s'est dit, on va attendre un peu, là, on ne mettra pas de sous pendant 5 ans, et puis on va s'assurer qu'on va ramener la façon de faire la télésanté, de faire évoluer la télésanté dans les mains du ministère à partir d'une approche top-down, à partir d'une approche administrative et contrôlée et coordonnée par le ministère. Alors, et en même temps, se faisaient les RUIS. Les RUIS ont été créés à cette époque-là et la stratégie qui s'est développée s'est faite en collaboration avec InfoRoute Santé Canada. Et là, on a décidé du ministère qu'il y avait évidemment les 4 RUIS. Là. Les 4 RUIS, c'est pas pour la télésanté, là, c'était pour le système de santé au complet. Alors, ils ont décidé que c'était à partir des RUIS que la télésanté allait se développer. Et là, on s'est dit, là, les innovations, puis tout ce qui s'appelle la créativité et tout ça, là, on va contrôler ça. À partir du ministère, on va donner des devoirs aux RUIS télésanté, 2 projets majeurs chacun, payés en partie par l'InfoRoute. En passant, InfoRoute, c'est toujours des budgets non récurrents. Hein. C'est évidemment la question de qu'est-ce qui va arriver après, elle se reposait toujours, mais ça, c'est autre chose. Donc, on avait une approche très structurante et très contrôlée à partir d'en haut et très en silo. Là, chacun avait son bébé. Et là, c'était entendu que c'était ce service-là qui était responsable de ce projet-là. Donc, aussi, dans la région de Québec, on s'est retrouvé avec Télépato. Et ça a été un choix de la région. Puis, il y avait Montréal avec les télésoins à domicile. Tu avais Sherbrooke avec les télésoins de plaie. Et là, un des mandats, c'était de développer ça, mais aussi de voir les conditions pour que ça puisse après se diffuser et se déployer. La pratique a fait que les projets ont pu se réaliser, mais par rapport au déploiement puis tout ça, là-dessus, ça a été, je dirais, pour moi, ça a été un échec. Et donc, puis en même temps, le problème qui s'est créé, c'est qu'on a comme créé une rivalité jusqu'à un certain point entre les RUIS et les santé. Tandis qu'avant, tout le monde travaillait ensemble. Alors là, il s'est créé comme des pôles et chacun a développé sur son terrain. Puis donc, il y avait une évolution de ce côté-là, si on appelle ça une évolution. Donc, on a, ça c'est la période 2005. Après ça, on a monté jusqu'à 2010, 2012, mais toujours dans cette même logique-là. Et après, il y a eu la réforme. La réforme Barrette. Qui est arrivée et qui, elle, a été extrêmement radicale comme réforme, qui a transformé complètement toutes les façons de faire d'à peu près tout le monde dans le système de santé. Et pour ce qui était de la télésanté et des technologies en général, le message, c'était les seuls projets qui vont être acceptables, c'est ceux que le ministère va développer, va vouloir mettre en place et vont dire aux gens de faire. Donc, le local, le terrain, avait plus d'espace. Il y avait un moratoire pour développer les différents projets. Alors, à ce moment-là, il y avait évidemment une incapacité de pouvoir aller très, très loin de ce côté-là. En même temps qu'on avait évidemment des compressions budgétaires de type austérité et avec en plus des commandes dans les établissements pour couper des budgets. Et comme par hasard, les budgets qui étaient les moins visibles avaient le plus de chances d'être coupés. Donc, en général, c'était autour des services aux populations vulnérables, mais aussi au niveau des technologies, ça a été passablement, évidemment, hypothéqué. Donc, là, la partie de la télésanté, ce qui est arrivé à ce moment-là aussi, c'est qu'on a finalement fait un document d'orientation stratégique. Permet de dire qu'avant 2004, il y avait eu un document extraordinaire sur les orientations stratégiques et sur les stratégies pour faire la télésanté, bâti en synergie, tous les groupes, tous les niveaux dont je parlais tantôt, ils se retrouvaient autour d'une même table de travail pour bâtir ce véhicule-là qui donnait le corps central de où on s'en va avec la télésanté. Pendant la période 2004 à 2015, il y a eu un document qui était, je dirais, confidentiel sur les orientations stratégiques,
Puis je le dis comme ça parce que j'ai fait partie de ceux qui essayaient d'en avoir des copies et qu'on me répondait que c'était pas encore public. Et ça, c'était le document qui devait inspirer tous ceux qui travaillaient en télésanté pour savoir c'est quoi les grandes orientations. Donc, il y avait donc la partie vision de la télésanté où on s'en allait avec ça était plutôt limitée, merci. Et c'était plus les commandes qui étaient faites, qui étaient passées par le ministère. Donc, on arrive en 2015, et là, la réforme est dans le contexte qu'on connaît. Et donc, de ce côté-là, on a décidé de faire quand même quelques activités pour essayer de faire avancer le dossier. Ça se traduit comment? C'est en 2015, on a un document d'orientation. Ça a pris 3 ans avant d'avoir un plan de gouvernance. Puis, on a un plan d'action qui est arrivé 2-3 ans plus tard aussi. Là, on avait la télésanté qui roulait à un rythme d'enfer, n'est-ce pas? Vous remarquez, quand on regarde les dates au Québec. Alors, à quelque part, là, il y avait des situations difficiles. Arrive la pandémie. Et la pandémie, là, c'est ce qui est fascinant dans la pandémie, c'est qu'elle a un impact énorme, d'abord, sur l'organisation des services. Là, c'est tous les professionnels de la santé et les patients se retrouvent dans une situation, mais d'urgence, puis disent, mais comment on va faire pour être capable d'avoir des soins et des services sans attraper le virus? Donc, évidemment, là, toute cette notion de distance et tout ça. Et là, la télésanté, il y a des gens qui ont comme redécouvert que ça existait et qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait être utilisé de ce côté-là. Mais tout ça devait se faire à une vitesse folle. Parce qu'évidemment, la maladie était là, les services étaient moins là, on vidait des hôpitaux pour faire de la place pour l'arrivée éventuelle de patients. Et là, on déplaçait plein de services, les docteurs avaient, même les orthopédistes, les spécialistes se retrouvaient même des fois à être préposés dans les centres d'accueil. À quelque part, c'était vraiment là la gestion, je dirais, à courte vue. Puis c'est un peu normal, là, c'était une urgence qui n'était pas prévisible, avec des connaissances qui étaient absolument limitées. On ne connaissait pas le virus, on ne savait pas où ça s'en allait, on ne savait pas ce qui se passerait. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait une réaction qui était de cette nature-là. Et là, ça touchait de façon particulière les médecins de famille. Qui, eux autres, se retrouvaient avec comment on va faire pour suivre nos patients. Puis là, à ce moment-là, les gens ont trouvé, évidemment, les 3 plateformes merveilleuses. Le Zoom, le Team, puis le React, pour dire, et là, tout s'est centré sur les bidules. Ces bidules-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec, jusqu'où ça peut aller, puis qu'est-ce que ça peut nous amener à faire. Alors là, ça s'est lancé beaucoup là-dessus, puis ça a été fort utile à plusieurs égards. Et là, plus on avançait, plus on s'apercevait que, ouais, mais il y a aussi des effets secondaires. Il y a aussi peut-être des conditions qu'on n'avait pas vraiment pris le temps de regarder même avant que ça arrive. On n'était pas prêts. Fait que là, les gens ont tous sauté ces machines et là, ils se sont mis à essayer de faire le plus possible là-dessus. Et quand on se met à regarder d'un peu plus près, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il s'est donné plus de services. Oui, il y a eu plein d'utilisation de ces technologies-là, mais en même temps, les gens se sont dit, oui, mais dans quelles conditions? C'est-tu correct? Puis là, tu avais le collège qui disait, hey, là, oubliez pas là, le code de déontologie dans la pratique. Là. Puis là, les docteurs disaient, ouais, mais tu sais, ça se passe comment quand je suis pris chez nous? Puis, tu sais, pour être capable de faire, peux-tu faire un diagnostic avec ça? Ou bien ça prend-tu des. Alors là, il y avait toute une série d'enjeux avec le ministère qui avait à négocier avec les responsables, les propriétaires de bidules, puis la majorité de ces bidules-là n'avaient pas toutes prévu les utilisations, les applications possibles, et donc les règles du jeu et la technologie pour que ça puisse être très sécuritaire, confidentiel. Alors, on n'avait pas vraiment tout à fait prévu d'avance que, oui, mais on peut gauler les docteurs, les infirmières, puis les physiothérapeutes, puis d'autres types de professionnels avec ça. Mais il y avait un autre pan de mur énorme qui n'avait pas été tout à fait regardé de près à l'époque, et le patient, lui. Alors là, la question était, ouais, mais le patient qui est chez lui, le patient qui se retrouve dans bien, il y en a toutes sortes de patients, là. Ça dépend des problèmes de santé, ça dépend de la sévérité, ça dépend, sont-ils équipés? Ils ont-ils accès à une bande passante rapide? Est-ce qu'ils ont les outils? Est-ce qu'ils savent quoi faire avec? Puis est-ce que, donc, il y avait tout un enjeu là, de comment on s'organise avec ça. Quand on regarde aujourd'hui les différents enjeux que ça soulève, ce sont tous des enjeux qui auraient pu être prévisibles
prévu à l'avance si ça faisait un bout de temps qu'on avait progressé dans l'utilisation de la télésanté. Mais là, on n'était pas tout à fait rendu là. Fait qu'il y avait cet enjeu-là, plus les enjeux économiques, les enjeux, évidemment, là, des conditions financières pour être capable de l'utiliser. Puis le problème se posait davantage du côté des patients. Fait que là, on avait comme l'impression qu'on était en train d'élargir la fracture numérique. On était en train d'élargir les problèmes d'équité. Et là, il y a même un collègue qui disait, là, le pire, c'est que ceux qui ont le plus besoin de parler à leurs professionnels de la santé, c'est ceux qui sont le moins capables de le faire parce que c'est des gens, des populations vulnérables, parce qu'ils ont des problèmes de littératie, de e-littératie, qui ont des problèmes de financement, d'accès aux technologies. Et donc, on se retrouvait avec des situations d'inéquité dans l'offre de services qui étaient quand même pas mineures, puis qu'il fallait essayer de voir comment on peut gérer et gauler ça. Alors, ça, c'est petite question, grande réponse. ça donne un petit peu une idée là, de la nature des choses. Puis il y a une chose que je vous ai pas encore dite. Puis probablement que vous avez la réponse à ça, mais est-ce qu'on a vraiment fait de la télésanté? Et quelle sorte de télésanté qu'on a fait? Et là, il y a des chiffres officiels, puis il y a des chiffres officieux. Dans les chiffres officiels, là, on dit, bon, il y a à peu près 70% des docteurs qui ont utilisé ça. Il y a une partie de ces docteurs-là qui ont utilisé ça presque à plein temps. Ça veut dire qu'ils restaient chez eux. Puis que, donc, le gros de leur pratique se faisait essentiellement à partir de chez eux. Et là, à ce moment-là, les gens disent, ça se peut-tu qu'on n'ait pas besoin plus que ça de voir le patient de temps en temps? Alors, la question de voir le patient, de pouvoir faire des examens physiques au besoin ou de trouver des façons pour que c'est quoi le bout d'examen physique qui est le plus important. Puis là, il est arrivé toutes sortes d'anecdotes, là, entre autres, celle qui a été très présentée, c'est la montée de lait des docteurs d'urgence qui ont dit, hey, les amis, nous autres, on a un paquet de collègues là, qui voient, ils parlent au téléphone au monde, puis quand c'est le temps de faire des examens, ils envoient ça à l'urgence. Fait que là, les gens disent, on peut-tu trouver une façon pour que les collègues qui s'occupent des patients trouvent une façon de faire l'examen, pas d'envoyer les P4, P5, puis les gens qui sont en mode de consultation à l'urgence pour faire l'examen par les gens d'urgence. On en a déjà plein de chapeaux. Donc, à quelque part, il y avait ce genre de choses-là qui se passaient, puis il y avait évidemment toutes ces affaires-là à essayer de gérer, de faire évoluer. Alors, c'est un des messages centraux que je ramènerais ici pour, tu sais, en termes d'enjeux qui doivent nous rester continuellement en tête, c'est le fait que d'abord, on n'était pas vraiment préparé. Et donc, le message, il y a deux grands messages là, au niveau de l'équipe, on radote tout le temps. C'est, on peut-tu apprendre de ce qu'on sait déjà? Et donc, ça, c'est des choses qui sont pas, je dirais, sont pas classiques. Puis apprendre et partager, là. Et ça fait des tonnes d'années là que ça fonctionne comme ça. Puis pas juste pour la télésanté et les technos. Là. Je veux dire, le système de santé fonctionne en silo. Fonctionne de façon à peu près dans tous les domaines. Puis l'endroit où il y a le plus de silos, c'est le ministère. Puis après ça, dans le réseau, c'est plein de silos aussi. Et dans les projets, les différents responsables de projets, ils foncent tous sans trop regarder. Y a quelqu'un d'autre qui travaille là-dessus? Est-ce qu'il y a des projets de cette nature-là qui ont déjà été faits ou qui se travaillent ou est-ce qu'on aurait avantage ou des intérêts à amener les gens à se parler plus et à être plus, je dirais, des collaborateurs, des participants, puis et ça fait depuis au moins 20 ans qu'on a mis ça en évidence. On était au niveau d'une organisation qui s'appelle la SOQIB, la Société québécoise d'informatique de la santé, qu'on a construit. Et qui a fait une étude qui s'appelle Harmonie. L'idée d'Harmonie était pour répondre à un besoin du ministère qui devait préparer un document d'orientation pour ses relations avec Inforoute et qui voulait savoir est-ce qu'on peut apprendre des choses en regardant les différents gros projets majeurs là, qui font du millage là, actuellement sur le terrain. Et nous, on a dit c'est correct, on va vous faire ça. Alors, on a entrepris ça. Et il y avait avec nous Vincent Lemieux, qui est un sociologue, ou en fait, un type en sciences politiques
extraordinaire qui lui regardait évidemment la dynamique des acteurs autour de ça. Et on a fait une première rencontre où on a réuni à peu près une douzaine des plus gros projets au Québec de télésanté. Et là, on parle de Sainte-Justine, on parle du ministère, là, la RAMQ, il y en avait, on nommait-les, là, on est allé chercher à peu près les 12 plus gros projets pour les asseoir autour d'une table puis dire, écoutez, on peut s'échanger, se parler, puis être capable, pouvez-vous nous dire, là, c'est quoi vos forces, c'est quoi vos défis, et puis qu'est-ce que vous avez appris pour qu'on puisse les partager entre nous autres. La réunion n'a pas été capable de lever jusqu'à un moment donné où on a demandé, mais c'est quoi le problème? Pourquoi vous embarquez pas dans l'échange, dans la discussion? Et là, la réponse qu'on a eue nous a fait carrément scier les jambes. Ils nous ont dit, ben c'est parce qu'on ne sait pas exactement ce que l'autre fait. On n'a pas beaucoup d'informations sur les... Et là-dedans, il y avait plein de projets qui étaient financés par les mêmes financeurs. Le ministère payait plusieurs de ces projets-là. Alors, le constat qu'on a eu, c'est que même les gros projets, qui étaient dans des domaines qui étaient complémentaires, qui n'étaient pas dans un mode de compétition, se connaissaient pas et ils ne se parlaient pas. Ça, pour moi, ça m'est rentré dans la tête, ça n'a jamais décollé de là, en disant, mais est-ce que ça se peut que les gens se parlent pas plus que ça? Puis je peux vous dire que dans les 20 et 25 dernières années, j'ai réalisé que jusqu'à quel point, effectivement, ça fait partie de presque de la culture québécoise et de d'autres pays, là, mais de dire, les gens, quand ils parlent des projets, ils regardent pas ailleurs, puis ils font leur affaire. Puis donc, l'approche silo dans les projets, et là, avec tout ce que je vous ai dit sur l'évolution dans le temps, comment les joueurs regardaient les rôles, les responsabilités, les différentes approches, ce qu'on réalise, c'est que la télésanté, on est très, très loin d'être dans une opération de mettre en place des bidules en se disant que les gens vont les utiliser. Que ce soit n'importe quel. Ce qu'on s'aperçoit, c'est justement que dans le fond, ce qui va influencer l'utilisation ou non de la télésanté, c'est à peu près les mêmes facteurs qui vont influencer le fonctionnement du système de santé. Quand on regarde les collaborations interprofessionnelles qu'on essaye de bâtir dans le système de santé, puis là, on dit qu'il faut que les infirmières travaillent avec les docteurs avec les physiothérapeutes et tout ça. Rappelons-nous que le GMF est apparu en 2003, 2004. C'est à veille de faire 20 ans. Là. Et là, après 20 ans, là, après de 20 ans, là, on se dit, comment on va faire pour que les docteurs travaillent avec les infirmières? Je vais les capsuler, là, c'est sûr que c'est d'autres professionnels aussi. Puis on ne l'a pas encore trouvé, là. Tu dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. La collaboration interprofessionnelle, de quoi on parle? C'est quasiment incroyable de voir qu'on avait une orientation de cette nature-là, qui en soi n'a pas l'air très, très complexe, mais là, on s'aperçoit que les enjeux fondamentaux en arrière de ça, c'est les enjeux du système de santé lui-même et la manière que ça fonctionne. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé à utiliser l'expression « la télésanté, c'est un microcosme du système de santé ». Fait que là, si on veut améliorer le fonctionnement du système de santé, on ne peut pas de la télésanté ou des technologies de l'information, on ne peut pas ignorer les facteurs qui influencent le fonctionnement même du système de santé. Ce qui rend le défi encore pas mal plus complexe et qui aide à comprendre comment ça se fait qu'une fois qu'on a développé des façons de faire, des stratégies puis des projets d'expérimentation extraordinaires, comment ça se fait qu'il n'y a pas vraiment de suite puis ça se répand pas partout? C'est beaucoup à cause, je dirais presque de la culture ou de la non-culture d'évaluation, d'innovation dans le système de santé. Je vais m'arrêter pour te laisser la chance de poser des questions. C'est sûr, ma stratégie, c'est de parler le plus possible pour que tu me poses le moins de questions possible. Je t'ai déjà vu poser des questions dans les grands entretiens. Là, je suis plus une joke. Oh boy. Puis, je l'ai dit, premièrement, merci beaucoup, Jean-Paul. Je pense que j'avais même pas fini de te présenter, que tu as embarqué sur un sujet fascinant et tu nous as donné en comme 15-20 minutes l'histoire finalement de la télésanté. C'est un immense privilège pour nous tous et toutes les personnes qui écouteront ce podcast-là d'écouter cette histoire-là d'une personne qui en a fait partie, d'une personne, et je ne vais pas te vieillir, Jean-Paul, mais tu es au travail depuis plusieurs années, tu as formé des générations d'étudiants, ne serait-ce même dans des grands cours, mais aussi des étudiants de maîtrise, doctorat, et tu as eu un rôle vraiment important dans le Living Lab et dans ma carrière à moi, en fait, pour justement m'expliquer ce que tu nous as expliqué un peu aujourd'hui, il y a 7-8 ans, lorsqu'on faisait le projet Urgence rurale 360, et on voulait déployer des solutions spécifiques
pour améliorer les urgences en région rurale, comme par exemple la télémédecine un peu partout. Tu nous as dit, peut-être pas, retourner encore voir les urgences et questionner-les par rapport à leurs besoins spécifiques, mais aussi les solutions qu'ils ont déjà, auxquelles ils ont déjà pensé. Et ça nous a amené ultimement au Lévignan, Charlevoix, beaucoup d'années plus tard, mais c'est vraiment grâce à toi. Jean-Paul, écoute, j'ai juste à te dire, est-ce que, tu sais, comment est-ce que quelqu'un qui fait ça depuis 20, 30 ans, on va dire, OK, qui est aussi un expert en organisation du système de santé. Donc, tu es aussi quelqu'un qui comprend l'organisation du système de santé québécois, mais ailleurs. Comment est-ce que quelqu'un comme ça peut survivre autant d'années? OK? Garder son... tu as toujours quelqu'un qui semble garder espoir en l'humanité ou en quelque chose. Comment ça se fait que tu ne te décourages pas? Parce que moi, je vais te dire, j'en ai pété des coches vis-à-vis beaucoup de personnes d'autorité. Je suis un gars poli quand même, là, je pense qu'ils me connaissent, mais je reste poli, mais à quelque part, quand la bureaucratie s'embarque lorsque tu es bien intentionné, puis les conditions, on pense, qu'ils sont gagnantes, puis juste pour des raisons de bureaucratie, des fois, ça avance pas. Moi, ça me frustre beaucoup et je commence là-dedans. Donc, comment tu fais pour survivre à tout ça? C'est quoi ton mindset? Parce que là, on est dans un stage de leadership et d'innovation. Puis ça, c'est du leadership. Être capable de faire ce que tu fais de façon résiliente à travers ces années-là et surtout de maintenir les ponts avec tout le monde, le ministère, les différents ministres, sous-ministres, les doyens. Tu connais absolument tout le monde. Comment tu fais pour faire ça? C'est quoi qu'est-ce qu'on peut apprendre de toi? Qu'est-ce que les jeunes peuvent apprendre de toi, Jean-Paul? J'avoue que je sais pas. Mon réflexe, je me doutais que tu poserais ce genre de questions-là. Et la façon dont j'ai essayé de le voir, je suis retourné en arrière. Vous m'avez fait faire une démarche extraordinaire et extraordinairement riche de retour sur, je dirais, j'ose pas dire mes dernières années, mais des années depuis le début finalement de ce qui se passe, puis même à la rigueur, avant que j'arrive en médecine, d'essayer de voir qu'est-ce qui me motive le plus. La majorité des décisions que j'ai prises sont sur la base de vouloir être utile. Être utile en général à ceux qui ont le plus de besoins, qui sont les gens les plus vulnérables. Et ça m'a toujours, je dirais, motivé. Ça, c'est un facteur qui est important. L'autre que je me dis toujours, c'est il faut que tu restes naïf. Il faut que tu restes naïf, au moins jusqu'à un certain point, de façon à rester le plus possible y croire. Faut croire en la cause. Là, c'est un des premiers facteurs qui était d'ailleurs retrouvé par Vincent Lemieux dans ses travaux sur les coalitions. Le premier facteur qui motive les gens, puis qui m'a même influencé les gens, c'est le fait d'avoir un responsable ou un leader. Tu n'as pas besoin d'être responsable, mais qui croit en la cause. Et ça, moi, j'ai toujours cru à la cause il faut qu'on puisse aider, puis en particulier ceux qui en ont le plus besoin. J'ai vu plein de choses quand j'étais au collège. Je faisais de la Saint-Vincent-de-Paul. Je voyais des gens qui étaient en difficulté. Des étés, j'allais travailler dans le fond des mines en Abitibi. Je voyais des gens qui étaient en difficulté. Mais en même temps, je me disais, il faut trouver des solutions là. Il faut travailler et en même temps, il faut avancer là-dedans. Donc, et quand j'ai fait mes choix, mon choix d'être médecin, le choix était basé essentiellement là-dessus. Pourquoi je voulais aller en médecine? C'est pour être utile. 2, pour être dans un domaine qui allait, je dirais, probablement pouvoir être toujours utile jusqu'à la fin de mes jours. Je ne vais pas m'embarquer sur un projet d'une couple d'années. Et en même temps, on avait en médecine un avantage, mais énorme, inouï, qui était celui d'avoir des choix infinis sur ce qu'on pouvait faire dans la vie. Et en même temps, avec une marge de manœuvre et jusqu'à un certain point, un statut qui permettait, je dirais, d'être crédible auprès de la population. Quand on arrivait avec le titre de médecin, c'est comme si les gens pensaient qu'on était tous corrects. Mais je veux dire, c'est une plaisanterie, mais je pense que les gens sont vraiment costauds, là. Mais en même temps, il y avait donc la capacité de faire des choses et les opportunités qui pouvaient se développer.
Et ça s'est traduit dans les faits. Il y avait l'autre élément, évidemment, qui était, j'appellerais ça, il y avait un auteur qui s'appelle Kingdon qui parlait toujours d'une fenêtre qui s'ouvre en termes d'opportunités, donc. De pouvoir sentir et voir les opportunités et quand il y a une opportunité, sauter dedans. Et l'autre élément qui m'était majeur, c'est que personnellement, j'ai toujours réalisé et senti que je n'étais pas le meilleur. Je n'étais pas le meilleur de grand-chose. Je trouvais toujours quelqu'un qui était meilleur que moi dans des domaines. Et ça, ça m'a amené rapidement à bien cerner un message que John F. Kennedy avait sorti à l'époque en disant, vous savez, c'est à peu près 10% du monde qui lead le reste. Alors là, je m'étais dit, OK, moi, je suis pas le meilleur, 10%, je vais être dans le 10%. Alors, comment je peux faire pour être dans le 10% de gens qui peuvent influencer? C'est d'être avec les meilleurs. Donc, à quelque part, j'essayais de m'organiser pour être en lien avec les meilleurs. Alors, et là, ça a permis de faire je dirais, des démarches. Pour la partie être utile et utiliser, le premier terrain de jeu qui est apparu, c'est celui je dirais, des pays en voie de développement. Ça a commencé avec des examens pour enfants en Jamaïque, dans des enfants qui avaient des problèmes de vulnérabilité. Ça a été un moment où, en médecine, quand ça a été le temps de faire des stages d'internat, on a développé de façon importante, il y avait déjà une porte d'entrouverte, on a défoncé la porte avec Michel Vézina, entre autres, pour développer médecine tiers-monde et faire reconnaître officiellement 3 mois de stage international à l'extérieur. Alors, on a pris ce temps-là. Moi, j'ai pris cette période-là. Je me suis retrouvé au Zaïre à l'époque pour 3 mois. Et là, évidemment, ça faisait juste nourrir l'intérêt pour trouver plein de choses. Puis en même temps, toujours de réaliser jusqu'à quel point il n'y avait rien de simple, puis que les contextes variaient, puis qu'il y avait toutes sortes de monde là-dedans avec des gens super intéressants. En cours de route, il y a eu la rencontre qui a été marquante avec Jean Rochon. Entre les 2 années après le Zaïre, on s'est dit, il faut foncer, puis il faut en faire encore plus. Donc, encore avec Michel, on a développé un projet pour aller au Niger. On est allé au Niger pendant 2 ans, mais dans la brousse du Niger, qui était un des 3 pays les plus pauvres au monde. Et là, on s'est retrouvé direct sur le terrain pour être capable de dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? C'est sûr, on est arrivé préparé, mais quand même, on se retrouvait dans un milieu où il y avait à peu près rien. Et il fallait développer, innover et surtout être accepté par le milieu, par entre autres les Nigériens, et être capable d'essayer de faire avancer les choses le plus possible. Et là, quand tu te retrouves dans un milieu comme ça, puis tu as tous les problèmes sur la tête. Des problèmes de coûts, des problèmes d'équipement, des problèmes de culture, des problèmes parce qu'on était responsable d'un centre de santé et 5 dispensaires périphériques. On était dans un milieu rural et là, il fallait voir comment on pouvait gérer tout ça pour être capable de faire avancer les choses, puis en même temps de laisser quelque chose qui pourrait se poursuivre quand on sera plus là. Mais ça a vraiment conduit à avoir une perspective très compréhensive des problèmes terrain et de la dynamique pour être capable de faire avancer les choses, puis même avec des rencontres du ministre de la Santé et tout. Là. Je veux dire, donc, l'idée d'une vision d'ensemble, l'idée d'attacher les fils entre les différents niveaux d'intervention, l'idée d'être très proche du terrain et des gens qui avaient des problèmes de santé, leur famille, leur communauté, tout ça se faisait en même temps. C'était comme on n'a pas le choix, il faut foncer, il faut aller là-dedans. Probablement que ça a pu influencer de façon importante ma lecture des problèmes une fois que tu reviens, en disant oui, mais donc c'est quoi les différentes dimensions, c'est quoi les enjeux, c'est quoi la nature du problème, et qui débordait évidemment continuellement c'est juste le fait d'avoir un bidule ou de pas l'avoir. Ça n'a pas été long qu'on se disait peut-être plus compliqué que ça. Donc il y avait cette évolution-là dans le temps, mais toujours avec des projets super dynamiques, super intéressants, très proches du terrain et avec des collègues qui étaient extraordinaires. Alors, les collègues extraordinaires, ça a été Michel Vézina. Quand on est revenu, puis le reste de l'équipe qui était là-bas, plus les gens qui s'étaient occupés de ça, puis en retour, tu avais Jean Rochon qui nous a récupérés, puis en nous disant, puis là, je m'excuse, Madame Anna, nous, Michel et moi, on avait commencé notre formation en chirurgie et quand on a rencontré Jean Rochon dans ces 2 années-là, qui nous a demandé « Racontez-moi ce que vous faites », quand on a eu fini, il a dit « Mais vous faites pas vraiment de la chirurgie ?»
vous faites de la santé publique? Et là, on a dit, mais c'est quoi ça? Et là, donc, il nous a expliqué c'était quoi la santé publique, comment il se faisait que ce qu'on faisait était la santé publique. Et il nous a dit, moi, là, je suis en train de créer une équipe pour la suite de la commission Castonguay, développer la santé communautaire. Je recherche des gens qui ont qui sont un peu de votre type. Si vous allez étudier aux États-Unis, parce qu'à Québec, il y avait pas, la maîtrise n'existait pas, je vous récupère, puis on fait un projet collectif ensemble pour développer la santé communautaire au Québec. Alors là, on se retrouvait avec un autre défi, quelque chose de fantastique, avec des gens fantastiques. Fait que là, zoom, on part là-dedans. On a dit, dans la même semaine, on a dit, OK, on change, on s'en va plus en chirurgie, on s'en va en santé publique. Et on s'est retrouvé sur le terrain de jeu de Jean Rochon, et qui, après, évidemment, vous connaissez un peu Jean et tout ce qu'il a pu faire. Alors, on est embarqué dans ce créneau-là. Fait que là, alors, tout ce temps-là, là, on était boosté, là. On était, quand tu dis comment on fait pour rester pour y croire, ben, je veux dire, dans ces contextes-là, on avait toujours un univers, là, avec des gens super intéressants qui nous gardaient allumés, puis qui nous gardaient hyper passionnés, puis évidemment là, agir en workaholic tout le temps. Là. Puis à quelque part, fait que là, tu as eu ça. Puis après ça, tu as eu Michel est devenu le directeur de la santé publique. Puis en même temps, on s'est retrouvé avec une opportunité où je me suis retrouvé, il y a eu il est apparu une demande, puis ça, c'était souvent des demandes, hein. Puis en faisant partie d'une gang, mais là, on finissait par dire, ben c'est correct. La demande suivante, ça a été de dire, ben là, tu pourrais être le directeur national de la santé publique. Fait que là, oui. Mais parce qu'il y avait un noyau de gens qui poussaient ça, puis qui trouvaient que c'était le temps de mettre un médecin comme directeur, puis de faire avancer les affaires de ce côté-là. Et fait que là, Michel était à ce moment-là chef de service au ministère. Fait que bing, on embarque là-dedans, on continue. Après ça, ça a été l'ami Paul Lamarche, qui lui s'est retrouvé 2 ans plus tard, il s'est retrouvé à l'OMS. Puis là, à un moment donné, puis il était directeur au ministère, on travaillait ensemble de ce côté-là. Puis à un moment donné, il a levé le petit doigt, puis il a dit « Hey, Paulo, tu devrais t'emmener à l'OMS et je t'organise ça. » Alors, il m'a trouvé un travail pour être au Maroc pendant 2 ans sur les dossiers de première ligne et c'était un projet pilote qui était là à ce moment-là. Au retour, Jean Rochon dit « Hey, la commission Rochon, viens avec nous autres. » Alors, tu sais, finalement, c'était facile de rester. Fait que là, on a continué. Puis là, les travaux, évidemment, là, avec tout ce qu'il y avait de télésanté, avec l'équipe d'Alain Cloutier, Jean Boulanger et tout ça. Fait qu'on était, puis avec la gang d'Ontario, la gang, tu sais, on avait vraiment des équipes, là, et c'est toujours dans cette foulée-là. La dernière foulée qui m'a vraiment reparti, ben, j'étais à un moment donné, la nature fait son œuvre, puis là, te demande de ralentir un peu. Et commencer à ralentir, ça allait pas si mal. Puis là, est arrivé Marie-Pierre Gagnon qui me dit, Jean-Paul, tu peux-tu être co-responsable d'un doctorat pour LQB à Gandour? Et ben là, il ferait son travail sur ton terrain de jeu. Fait que là, je dis, bon, oui, OK. Puis l'année d'après, ça a été Hassan. Alors finalement, là-dessus, avec des gens comme ça, la machine est repartie. Puis là, la chance que j'ai, là, c'est qu'Hassan a terminé son postdoc. Fait que là, je respire un peu plus par l'année. Mais je veux dire, à quelque part, il y a toujours eu ces choses-là. Mais en même temps, oui, il y a eu des problèmes de découragement qui n'ont jamais complètement mis à terre. Mais le fonctionnement du ministère pendant tant d'années sur la base de très bureaucratique, très top-down, très directive, et qui laissait très peu de place à l'innovation. C'était un combat, je dirais, de tous les jours. On le faisait à travers là, on devenait plus là, des opposants au système. Et ce que nous, on s'amusait à s'appeler des innovateurs, en sachant que notre définition d'innovation, c'était délinquant qui réussit. Donc, le côté délinquant se prenait le dessus. Et là, on a fait ça pendant plusieurs années jusqu'à ce que je dirais la température de l'eau se réchauffe un peu. Alors, tout ça a été un coup. L'autre coup, c'est la réforme Barrette. Là, la réforme Barrette, là, j'avoue qu'elle est venue nous chercher de façon majeure. Là, vraiment, là, on avait, s'il n'y a pas eu les étudiants là, pour récupérer notre énergie, là, c'est clair que moi, tu sais, c'était fini, là. Il y avait plus,
je voyais plus de lumière au bout du tunnel. Ouais, je voyais beaucoup plus, là, les 10 prochaines années, c'était des années de reconstruction, de réanimation, je dirais presque. Donc, c'est vraiment l'arrivée là, des étudiants qui m'ont boosté, là, qui m'ont réallumé. Des étudiants extraordinaires. Le problème que j'avais avec eux, c'était de les arrêter, tellement ils étaient dynamiques. Et en même temps, il avait décidé qu'il s'intéressait beaucoup à tout ce qu'on avait fait dans les 20 dernières années et d'être capable de prendre ça, de récupérer ça, puis de voir qu'est-ce qu'on apprend de tout ça une fois qu'on fait. Et c'est là-dessus, par exemple, qu'Hassan a fait son doctorat sur ce qu'il a appelé les conséquences inattendues des projets de télésanté ou de technologie d'information. Et l'essentiel du travail qu'il a fait, c'est de regarder les projets qu'on avait depuis le tout début, qui était celui à partir même du projet de Rimouski, la carte à microprocesseur de Rimouski, et qui a regardé l'ensemble des projets pour voir s'il y avait là-dedans beaucoup de projets qui étaient très costauds, mais qui s'apercevaient que malgré tout ça, il y avait toujours quelque chose qui n'était pas prévu. Et donc, la notion de conséquences inattendues était de surprise en cours de route de projet, c'est obligé de reconnaître qu'on fasse n'importe quoi. Et le contexte, l'évolution des choses, autant au niveau de l'évolution de la techno que l'évolution du système de santé, que l'évolution des citoyens au niveau de la technologie. Tout ça faisait que tu ne pouvais pas avoir un projet au départ, 5 ans après, puis de l'avoir mis, tu sais, comme si c'était là, la façon dont les projets de recherche étaient financés à l'époque. Il fallait faire prévoir à l'avance, là, presque 3 ans à l'avance, qu'est-ce que tu allais faire dans la semaine numéro 12. Que ça pouvait pas se vivre comme ça, c'était impossible. Donc, toute cette notion là, de projet qui évoluait, qui avançait et desquels on devait apprendre au fur et à mesure où on avançait, puis être capable même, et c'est là qu'on a poussé beaucoup l'évaluation pour qu'elle soit ce qu'on appelle l'évaluation d'accompagnement de projet. Donc, on faisait partie des équipes de projet. C'était pas nos projets, c'était des projets des champions. Et nous, on accompagnait ces projets-là, on évoluait avec eux, on apprenait, on se repassait de l'information et on réalisait jusqu'à quel point le terrain était le cœur de l'innovation puis qu'il fallait absolument en tenir compte et ça nous permettait d'évoluer là-dedans. Jean-Paul t'a dit vraiment beaucoup de choses, mais mais il y a quand même des points vraiment intéressants au niveau du leadership et qui touchent certains piliers du stage, les 5 piliers du stage de leadership et d'innovation, dont un qui est vraiment, t'as dit au départ, évidemment, on voyait que tu aimais innover, tu aimais en apprendre et tout ça. Tu t'associes à des innovateurs, tu as compris que c'est pas nécessairement d'être bon dans tout nous-mêmes, mais de trouver des gens qui sont mieux que nous, puis des mobiliser, des aider à se mobiliser. Mais l'autre chose, c'est que tu as dit quelque chose d'assez profond quand même. Je sais pas si tu t'en es rendu compte. Tu as dit, je voulais me sentir utile. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne disent pas spontanément. OK? Parce que, et c'est une caractéristique profonde du bonheur. Donc, les études sur la santé bien-être démontrent que ce qui est plus important pour l'être humain, c'est vraiment le bonheur, c'est d'être heureux. Et à quelque part, on perd souvent la notion en fait, on l'a pas spontanément, cette notion-là. Et on pense que ça va être la gloire, l'argent, le prestige, les promotions, n'importe quoi, qui vont contribuer à notre bonheur. Mais c'est beaucoup sur des valeurs intrinsèques. Et une chose qu'on voit souvent, c'est d'aider les autres. Donc, aider les autres, de donner de son temps, donner de son argent et d'être utile, s'embarquer dans une cause plus grande que soi. Et ça, c'est ce que tu fais. C'est qui tu es, ça, à quelque part. Et tu es quand même quelqu'un d'heureux, j'ai l'impression. D'heureux. OK, j'ai compris peureux. J'ai compris peureux. Peureux. T'es pas peureux, t'es diplomate, mais t'es heureux, j'ai l'impression, Jean-Paul. Je t'ai vu à travers, justement, même, je me souviens la fameuse journée, tu avais organisé un symposium lorsque Barrett a coupé tout le volet organisation de la santé publique, en fait. Donc, les gens ne pouvaient plus étudier l'organisation du système de santé. Tous les postes qui étaient là, je pense à l'INSPQ, étaient abolis, tu n'avais plus le droit d'étudier ça. C'est quand même quelque chose, là, dans l'histoire du système de santé québécois, tu ne pouvais plus
étudier le système de santé et t'organiser ce colloque-là avec justement Hassan et Kébir. Mais j'ai toujours eu l'impression quand même que tu étais quelqu'un de fondamentalement heureux. On a eu la chance de jaser, tu es optimiste. Et ça, c'est des caractéristiques d'un leader. Donc, quelqu'un qui connaît, qui est vraiment motivé par ses valeurs profondes et qui suit ses valeurs profondes, j'ai l'impression que c'est toi. Et hormis tout ce que tu as fait en télésanté, puis tu en as fait beaucoup, puis tu es quand même un gars technique, tu es capable de nous parler de tous les aspects techniques qui touchent un aspect ou un autre de la télémédecine. Puis là, on n'aura pas le temps d'embarquer sur tous les autres domaines de ton expertise, mais il y a quelque chose de profond qui te motive à rester là à travers les années. Et c'est drôle parce que les gens qui travaillent avec toi, dont Hassan, qu'on a beaucoup connu, c'est des gens qui veulent aujourd'hui te continuer ton œuvre ou te rendre hommage à sa juste valeur, à quelque part. Mais toi, tu le fais pas pour les honneurs. J'ai jamais vu ça. T'es pas le gars qui veut son nom, ses publications. Tu veux pas le titre, la gloire. Tu veux vraiment, tu sais. Fait que je veux juste te dire ça. T'es pas obligé de réagir à ça. Mais écoute, on a eu la chance aussi de te voir et t'es quand même étais-tu un sportif toi-même? Parce que t'as deux fils. Ouais. Tu as deux fils qui ont été des grands sportifs et je pense que les gens ne le savent pas, mais peut-être que les gens le savent. Mais voudrais-tu nous parler un petit peu de tes fils et l'importance du sport, tu penses, pour les jeunes leaders et aussi dans l'optique de bien-être? Mais toi, quand même, tu as élevé des fils. Les gens qui ne te voient pas, tu es quand même un grand Jack, tu es plus que 6 pieds. Toi, tu aurais pu être un joueur de football toi-même. As-tu joué au football? Non, dans mon temps, il n'y avait pas où j'étais. Moi, j'étais au collège qui appelait des Jésuites à l'époque, le collège Garnier. Et le football n'était pas un sport accepté par le collège. Donc, c'était plus des gens de l'académie, du séminaire. Il y avait l'équipe de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui jouait, mais le collège, au niveau du collège des Jésuites, le football n'était pas reconnu comme un sport noble. Alors, évidemment, on jouait nous, on allait jouer pour s'amuser les fins de semaine. Là, les autres me fournissaient les équipements. Mais la partie où j'ai été le plus impliqué, je dirais, au niveau du sport, je jouais au hockey à l'école, je jouais au basket, je jouais au ballon volant, je jouais différents sports, mais ça a surtout été la natation. Et la natation c'est quelque chose qui me passionnait depuis longtemps et je me sentais à l'aise, puis en même temps, j'aimais ça. Mais on était encore là au collège, on était dans des conditions extrêmement difficiles parce que, on n'avait pas de piscine. Puis en même temps, il n'y avait pas d'entraîneur de natation. Fait que moi, j'allais pratiquer à l'époque au Palais Montcalm, où il y avait un entraîneur de natation de longue distance. C'était lui qui était en même temps l'entraîneur de celui qui gagnait les courses de la traversée du lac Saint-Jean à l'époque. Mais Monsieur Lachange, je me rappellerai toujours. Et donc, 2 fois par semaine, j'allais m'entraîner là-bas. Et je suis devenu le membre, presque le membre unique, mais un des membres principaux de l'équipe de natation du collège. Et là, à ce moment-là, j'ai pu en faire pendant un certain temps. Et je me suis retrouvé, quand je suis arrivé à l'université, les gens se rappelaient que j'en faisais. Et finalement, j'ai été recruté pour faire partie du Rouge et Or, de l'équipe de natation. Je faisais partie de la même équipe que Jean-Marie Deconin, Monsieur Nez-Rouge. On est des collègues, on est des collègues dans la piscine, en tout cas. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et donc, le sport, pour moi, ça a toujours été important. Et surtout que c'est un sport qui est très qui est très on peut en faire n'importe où. J'en fais encore 2 jours par semaine. Et ça m'aide beaucoup. Alors, oui, pour moi, le sport est important. Et les 2 fils, quand ils sont apparus dans le décor, évidemment, nous, on était très supportants pour les fils, puis on les accompagnait. Et ils ont fait du hockey. Après ça, ils ont fait du soccer.
Puis après ça, ils ont fait du football. Et nous, on les a toujours accompagnés à peu près à tous les matchs qu'ils ont fait. Ça faisait partie de notre, je dirais, de notre vie des familles. On partageait, c'était un sport de famille. Ils nous enduraient, eux faisaient les choses. Et là, les deux gars ont cheminé, puis les deux se sont retrouvés dans le Rouge-et-Or de football. Et donc, ils ont été chercher une coupe Vanier. Et après, Marc-Antoine, le plus vieux, a même été recruté au niveau professionnel. Il a été du côté des Tiger Cats Hamilton et il a joué là pendant 3 ans. Puis finalement, les deux ont fini par baisser pavillon pour des raisons de blessure. Mais donc, oui, le sport était quelque chose d'important et ça a été majeur en termes de pour les enfants, pour les jeunes. Pour moi, c'est tellement central. J'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs des collègues de sport du Rouge-et-Or de Marc-Antoine et Jean-Michel qui venaient à la maison puis qui, en plus de manger évidemment la moitié du frigo à chaque fois, il y avait ils parlaient beaucoup de ce qu'ils en étaient, qu'est-ce qu'il en est. Et là, parmi les choses qui m'ont beaucoup frappé, c'est justement l'impact que ces jeunes-là donnaient au football. Moi, il y a des jeunes là, qui étaient super bons dans l'équipe et qui me disaient, moi là, si j'avais pas eu le football, je serais en prison aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu le football, j'aurais pas fait ma maîtrise. Si j'avais pas eu le football, je sais pas où je serais. Et donc, c'est pour moi le sport chez les jeunes, c'est vraiment là majeur. Puis, ce sont tous des jeunes qui ont, comme on dit aujourd'hui, forme équipe. C'est vraiment fascinant de voir là, que même après plusieurs années, là, c'est une bande de chums, là, puis qui se rencontrent, puis il s'est créé une solidarité, puis d'équipe, puis d'entraide extraordinaire. Mais c'est tous des gens qui sont aujourd'hui en très forte demande sur le plan de l'emploi. J'ai parlé à différents. Mon plus vieux, il est du côté il est avocat du droit des affaires. Mon plus jeune est du côté des je dis pas plus grand, plus petit, là, mais mon plus jeune a 6 pieds 8. Mais à quelque part, il est directeur de compte au BMO, mais toujours dans un contexte progressif, rapide. Et tous les employeurs nous disent, ces jeunes-là, c'est vrai, on est à la recherche de ça. Ils sont toujours assurés de pouvoir cheminer parce que ils ont appris à la discipline, ils veulent gagner, ils ont appris difficilement souvent, mais à perdre. mais en même temps, c'est des gens qui sont très structurés puis qui sont vraiment passionnés dans ce qu'ils font aussi. Là. Fait qu'à quelque part, pour moi, le sport, là, quand je voyais avec la pandémie, le fait que les jeunes avaient été limités dans la capacité de faire du sport, je trouvais ça vraiment triste. Je sais qu'il y a d'autres activités, l'art et puis tout ça, qui peuvent jouer un peu le même rôle. J'ai pas de problème là-dessus. Mais le sport, pour moi, est vraiment une clé de voûte majeure pour, je dirais, pour faire des adultes avec nos jeunes. Jean-Paul est aussi un spécialiste de la prévention, donc le sport fait partie de ça. Et c'est encore, et le sport, pour ceux qui ne savent pas nécessairement, l'activité physique, c'est tout aussi efficace que les antidépresseurs et la psychothérapie pour finalement la dépression et l'anxiété, légère à modérée même. Et donc, des études qui mettent les gens dans des programmes de sport uniquement et voient l'évolution. Donc, on devrait tous faire du sport. Les recommandations, j'en profite, c'est à peu près la même chose que pour la santé physique. C'est à peu près, c'est un minimum d'à peu près 100 minutes par semaine d'activité physique. Et pas besoin d'en faire beaucoup, juste une marge de 15 minutes va changer vraiment l'activation cérébrale et nous faire du bien. Fait que je profite juste pour dire ça. Jean-Paul, je serais curieux de savoir, donc tes fils étaient des colosses, étaient des célébrités à l'Université Laval quand même, tu sais, puis je voulais savoir, est-ce que tes enfants savent jusqu'à quel point tu as contribué à l'histoire de la médecine au Canada? Est-ce qu'ils savent ce que tu fais? Est-ce qu'ils ont une idée ou, tu sais, parce que, je veux dire... En fait, je te dirais, ils en savent des bouts.
Mais disons que c'est pas le sujet principal à table. Par contre, il y a eu des occasions où ils ont pu quand même entendre parler un peu puis voir un peu ce qu'il en était. On parlait quand même là, des fois quand il arrivait des événements importants, ils ont pu le voir. Quand j'ai eu la chance à un moment donné de recevoir le prix Alain Cloutier, qui était le prix de la télésanté au Québec. Et ils avaient invité les deux gars à la remise du prix. Alors, quelque part, ils ont comme été obligés d'en attendre un peu plus parler. Mais ils étaient ouverts. C'est juste parce que moi, j'en faisais pas là, un trip d'ego là, très souvent. Là. Après ça, il y a eu quelques événements là, comme celui de l'Académie. Ça les a frappés davantage. L'Académie francophone là, des télésanté, de télémédecine et e-santé, ça c'est une nouvelle académie internationale qui font les choses en grande. Hein. Ça a été fait, la remise des prix a été fait, ou de la reconnaissance. Ils m'ont invité à être membre fondateur de l'académie. Donc, je me suis retrouvé à Paris à recevoir je dirais, dans un protocole de Parisiens, de Français, qui vraiment, là, c'était de l'Académie de médecine, là, qui était, et eux, ils font ça en grande, hein, avec l'orchestre, puis avec avec les médailles, puis avec tout ce que tu voudras. D'accord. On a pris des photos, Hassan était là, prenait des photos aussi. Alors, quand les flots ont vu ça, on a dit, wow! Mais en général, là, ils sont quand même au courant de choses que je fais, puis de temps en temps, là, on en parle. Et je pense que c'est pas parfaitement inconnu. Là. Quand je pars à parler, je devrais arrêter. Fait que là, de temps en temps, ils ont des séances d'échange intenses. Puis, Jean-Paul, tu as côtoyé différents ministres de la Santé, en fait, à travers les années. Et c'est qui t'a le plus impressionné et pourquoi à travers les années? Donc, tu as un côté, tu as quoi? Je ne sais pas combien, là, mais qui t'a le plus impressionné et pourquoi? Et est-ce que les ministres ont vraiment un impact, en fait? Je veux dire, ils ont toute une équipe quand même. L'équipe n'est pas si grosse que ça en passant, là, mais gestion un peu centralisée et tout. Mais qui est le ministre qui t'a le plus impressionné? Ça peut être ailleurs au Canada aussi, Jean-Paul. Grosse question, j'avoue. Et les ministres sont très différents les uns des autres. Les gens qui te frappent. Je les ai vus à différentes phases. Puis ça dépend je dirais, des projets collectifs qu'ils pouvaient avoir. Il y a des ministres qui ont pu m'impressionner un peu, pas mal. En gros, les ministres, c'est quand même du monde qui sont des gros joueurs, qui travaillent énormément fort puis qui travaillent beaucoup. Moi, la partie d'où j'étais le plus près, ça commençait davantage au niveau du sous-ministre en titre. Où là, il y avait un élément de collaboration plus important. Moi, j'étais comme directeur national, mais en même temps, et là, à ce moment-là, j'étais quand même, il y avait un sous-ministre adjoint, il y avait un sous-ministre en titre, mais c'est autour de ça que je découvrais des personnages d'une richesse extraordinaire. Par exemple, les sous-ministres adjoints Jean-Claude Deschaines, qui avait été sous-ministre à la Santé, pas adjoint, à la santé, et qui, lui, avait une vision des systèmes de santé et qui avait vraiment je dirais, les grandes batailles qui se faisaient à son époque étaient très centrées sur le besoin du patient, sur le besoin du terrain, puis d'améliorer la situation, beaucoup plus que sur l'univers des négociations. Parce qu'un ministère a comme, il y a une couple de catégories de monde, là. C'est la catégorie des technocrates qui disent que le terrain, c'est pas bon, puis on va leur dire quoi faire. Là, je caricature un peu, là. Mais t'as ceux qui croient que sur le terrain, c'est bon, puis on va miser sur leur capacité d'innover, mais en travaillant plus proche, puis en ouvrant des portes. Donc, il y a eu des personnages là, qui m'ont impressionné. Du côté ministre, il y avait, moi, ceux que j'ai connu Pierre-Marc Johnson, qui était un bonhomme très compétent,
très, très engagé, très actif et avec qui on a pu travailler quand même relativement étroitement ensemble parce qu'il y a eu des événements. Là, c'était l'époque là, de la pandémie attendue ou crainte de la grippe porcine. Et là, il y avait toute la question de la stratégie par rapport à ça. Et en même temps, il faisait des transformations du système de santé par un projet de loi qui voulait modifier de façon importante le fonctionnement du système. Donc, il y avait, moi, je pense que c'est un bonhomme qui m'avait impressionné. Il y a eu le docteur, il n'y a pas le docteur, il y avait monsieur Forgette. Monsieur Forget a été ministre de la Santé un petit peu avant que j'arrive, mais il était en lien avec la formation qu'on avait du côté de l'université parce que c'était quelqu'un qui était très, très bien connu, connaissait très bien Jean Rochon. Et Jean Rochon était notre mentor, puis il organisait des rencontres avec des personnages importants comme des ministres, dans des contextes où on pouvait échanger, je dirais, visage découvert, en se promettant de ne pas en parler à dire. Il y avait une confidentialité, mais lui m'avait impressionné beaucoup, par sa vision, sa façon de voir les choses. Puis une chose qu'il m'avait dit en disant, vous autres en santé publique, vous avez un objectif qui peut être vu comme un problème pour des ministres, c'est celui que vous travaillez à long terme. Puis un ministre, lui, il travaille pour 2 ans. 3 ans, parce qu'après, il faut qu'il s'ajuste pour se faire élire. Donc, à quelque part, il avait dit, vous pouvez me convaincre de vision, d'objectifs à long terme, et ça, je suis très, très, très ouvert à ça, mais vous avez un devoir supplémentaire. Dites-moi ce que je peux faire dans les 2 prochaines années. Donc, et ça, c'est des messages qui me frappaient beaucoup, puis qui venaient me chercher. Il y avait donc ça a été l'autre. Il y avait Yvan Côté, qui était, lui, je l'ai pas eu comme ministre, mais il était le ministre de Paul Lamarche, puis à l'époque où j'étais à la Commission Rochon. Et lui, c'était tout un personnage qui a développé et qui a conduit à la politique de santé bien-être, mais qui avait été, en fait, monté par Paul Lamarche. Et donc, à quelque part, c'était un personnage qui était intéressant aussi. Il y a des ministres qui m'ont... Pauline Marois, est-ce que tu l'as connu, peut-être député de Charlevoix? Pas comme ministre. Non, okay. Non, c'était pas comme ministre. Il y avait M. Couillard que j'ai connu, mais encore là, pas quand j'étais au ministère. Et puis, il y avait évidemment il y avait M. Bolduc. M. Bolduc, pour nous, il y avait un grand intérêt parce que c'était un maniaque des technologies d'information. Alors, il ouvrait des portes, puis il était intéressé, puis après ça, il y a eu évidemment là, la Barrette qui, lui, a eu l'effet contraire. Vraiment, là. Est-ce que tu l'as rencontré en personne? Non. Non? OK. Et je le regrette pas. Non, OK. Bon, sur ce point, Jean-Paul, je veux savoir, avant de laisser aux autres des questions, dis-moi, est-ce que, bon là, nous, on a monté un stage de leadership et d'innovation en temps de pandémie. Évidemment, passer sans travers la bureaucratie, c'était vraiment compliqué. Là, on a décidé de prototyper avec des étudiants en médecine. On pense que ça a été vraiment un succès, peut-être notre plus grand succès jusqu'à maintenant. L'avenir nous le dira. On a eu vraiment 5 étudiants absolument brillants, engagés, qui sont intéressés à la fermeture de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, potentiel, et qui ont aussi travaillé sur Reax. Et tu les as mentorés, entre autres, avec Hassan dans cette deuxième partie-là, et c'est pas fini. Là, le travail se continue. Qu'est-ce que tu penses finalement de l'importance d'une place académique, d'un moment à travers le parcours de résidence, d'amener de dévouer du temps à la formation en leadership et en innovation dans un parcours, par exemple, médical? Je ne peux pas parler pour les autres disciplines. Moi, j'avoue que je vais parler pour l'ensemble des disciplines. Ouais. Je travaille dans l'intersectoriel au bout, là, et je dirais que c'est essentiel. C'est pas par hasard que dans ma petite note là, que je t'ai envoyée, c'était marqué que j'étais un fan de toi et du Living Lab, là, parce que pour moi, c'était central que dans nos organisations, dans la formation,
des professionnels de la santé, puis en particulier des médecins. Pourquoi en particulier? Ben parce qu'évidemment, je les connais plus. Puis en même temps, je pense qu'ils ont un rôle central et majeur sur le système de santé. Je trouve que c'est l'idée d'avoir un 3 mois sur le leadership et sur l'innovation, sur la capacité d'entendre et de partager et de vivre sur le terrain. Ça veut dire quoi dans la vraie vie? Moi, j'appelle ça faire de la santé, s'occuper des systèmes, de connaître les systèmes de santé, de savoir comment ça marche dans la vraie vie et d'avoir cette passion de vouloir bâtir, innover, puis de faire avancer les choses en voyant tous les jours voir les défis que ça demande, les frontières qu'on a, les barrières qu'on a, les murs dans lesquels on rentre dedans et qu'il faut circuler pour être capable de dire, OK, comment... Mais surtout, leadership, c'est aussi cette notion de devenir des gens rassembleurs, des gens qui vont mobiliser je dirais, les collègues, les environnements, les contextes pour être des acteurs clés pour faire évoluer un système de santé qui a besoin d'être transformé, je dois avouer, pour de plus en plus et d'amener encore là une meilleure, je dirais, service à la population, puis en particulier les périodes des patients vulnérables. Et le fait de l'avoir dans un milieu rural, moi je trouve ça extraordinaire. Je viens de l'Abitibi. J'ai beaucoup de mes projets qui ont été en lien avec les rurales. Et à quelque part, je sais qu'ils c'est des contextes fondamentalement différents des grands centres. Et il faut tenir compte de ça. Et ça a un impact sur la façon de faire. Puis, une des choses qui me frappe en région, c'est que tu peux innover. Tu as plus d'espace pour bâtir. Tu as plus d'espace pour être capable de créer des choses. Tu as moins de barrières. Tu es moins restreint dans ton milieu. Les organisations sont moins grosses et étouffantes. Là, étouffante, c'est plus de ce temps-ci. Depuis un certain temps, à l'époque du 2004, il n'y avait rien d'étouffant là-dedans. Mais donc, à quelque part, pour moi, c'est essentiel. Puis la capacité de voir tout le monde, de voir les gens des communautés, des municipalités, de voir Jenny autour qui peut faire le lien avec le monde. La santé, là, c'est les déterminants. C'est les gens qui sont là. La pandémie, là, un des grands facteurs qui a joué sa pandémie, c'est le lien qu'on avait collectivement avec les communautés. Puis la majorité des gens qui en avaient pas, comme on dit, il y a encore des problèmes. Et, puis c'est vrai pour la prévention, c'est vrai pour la promotion, puis c'est vrai pour être capable d'amener un rapprochement beaucoup plus important. Moi, je crois beaucoup à la co-construction avec les citoyens, avec c'est un projet collectif sur le terrain. Puis, à mon avis, là, pour moi, le Living Lab, là, j'avoue, j'en fais la promotion là, à chaque fois que j'en ai la chance. C'est une clé majeure. Il faut que ça continue. Puis, plus on va bâtir, on va développer des étudiants qui sont des leaders dans leur milieu, puis des gens qui vont pouvoir influencer les choses, puis qui vont y croire, puis qui vont continuer à se battre, puis qui vont bâtir des réseaux entre eux pour s'encourager mutuellement quand ça va pas bien, mais aussi quand ça va bien pour s'entraider. Moi, je pense que c'est vraiment là une clé de voûte majeure. Bien, Jean-Paul, merci infiniment pour tous ces bons mots par rapport au Living Lab, mais aussi pour des mots d'encouragement par rapport à ce stage-là. On va t'encourager à travailler avec nous pour les 10 prochaines années pour faire en sorte que ce stage-là fasse partie du curriculum à la faculté de médecine, peut-être soins infirmiers même. On a... oui, ça va ensemble. Là. C'est le multi, c'est même pas multi, c'est interdisciplinaire et c'est transdisciplinaire. Et Jean-Paul, ce que j'aimerais, le temps avance, tu es probablement t'es la personne à la fois la plus facile à interviewer parce que j'ai pas besoin de poser beaucoup de questions et tu parles de façon très éloquente. Je veux juste savoir, avant l'entrevue, tu as dit que tu étais un peu stressé de ça. J'aimerais juste que tu me dises pourquoi tu étais stressé. En fait, c'est un peu dans ma nature. Pour moi, les défis sont... Je suis toujours pris dans des défis ultra complexes. Puis j'ai un peu de difficulté à résumer, comme vous avez pu remarquer, donc à faire ce cours.
Et les dossiers sont tellement, les dossiers et la réalité, les contextes sont tellement complexes que je me dis comment je peux passer l'essentiel de mes messages pour les faire vivre en même temps que les gens les sentent et pas juste les apprendre, vu que les gens vivent, accompagnent je dirais la dynamique des défis à relever. Donc, c'est sûr que quand j'arrive dans un contexte où on parle des choses qu'on a pu réaliser, c'est une chose. L'autre, c'est, je suis un peu, je suis pas un gars de première page du journaux. Je suis plutôt timide de nature, malgré l'impression que ça peut donner quand je parle. J'ai toujours été très, très conscient que c'est toujours plus complexe que ce que je peux faire, que ce que je peux faire seul. Hein. Puis, et ça vient de très loin, c'est amusant. Quand j'ai fait ma maîtrise en santé publique à UCLA, à Los Angeles, le domaine d'intervention était mon domaine je dirais, de spécialisation en santé publique, c'est l'organisation de services. Et mon mentor était un bonhomme extraordinaire qui était dans l'univers de la complexité. Il m'avait demandé à la fin de ma maîtrise, il m'avait dit, puis Jean-Paul, est-ce que le cours, l'année que tu as passée, est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu te sens beaucoup plus à l'aise là, pour aller en santé publique? J'avais répondu non, je me sens moins à l'aise que j'étais quand je suis arrivé. Parce que j'ai réalisé tout le long tout ce qui me manquait pour être capable de faire un travail qui a du bon sens, puis tout ce qu'il y avait à apprendre, puis toute la complexité de tout ça. Puis c'est comme si j'étais plus insécure maintenant de me lancer dans une galère pareille que d'être avant, je pensais que c'était pas si difficile que ça. Mais donc, j'avais réalisé jusqu'à quel point le défi était d'une grande complexité. Mais en même temps, puis là, ben, tu sais, c'est toujours un peu inquiet, d'autant plus qu'on est dans l'univers de l'innovation avec la définition qu'on a. Par définition, c'est clair qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on a des gens qui sont contents, des alliés, mais on dérange. Ça dérange plein de gens qui sont dans des positions là, qui les autres voient pas ça comme ça. Puis ça s'est vu à tous les niveaux. Là. Je veux dire, au ministère, la gang de ceux qui croyaient aux régions, puis au terrain, était en confrontation systématique avec les technocrates qui, eux autres, disaient non, on va leur dire quoi faire. Il y a toujours un élément là, de challenging puis de gens qui sont pas d'accord avec ce que tu fais. Puis c'est difficile de savoir exactement qui, pourquoi, parce que les gens viennent pas te le dire. Fait que là, à un moment donné, tu as des périodes où c'est plus ou moins clair. On sait que les gens sont pas portés tout le temps à dire ben let's go, on part en bas. Par contre, il y en a qui le sont. Fait que choisis toujours ceux qui sont parmi les meilleurs, deux les plus sympathiques. Donc à quelque part. Mais donc à chaque fois que j'arrive à quelque part, c'est toujours un stress là de renouveler. Et j'espère que l'expérience qui est en train de se terminer pour aujourd'hui, parce que je pense qu'il n'y a pas de fond à te questionner. Je pense qu'on veut juste effleurer. J'ai appris plein d'affaires aujourd'hui que je ne savais pas. Sur toi, Jean-Paul, je suis sûr que plusieurs personnes ont des questions. Moi, ce que je pense, puis c'était vraiment une entrevue fantastique dans laquelle j'ai pas posé beaucoup de questions, mais on est allé vraiment, je pense, à comprendre bien le personnage. Tu es une des dernières personnes que plusieurs étudiants en médecine vont voir officiellement dans leur stage aujourd'hui. Donc, on tenait à clore ces grandes entrevues avec les étudiants en médecine avec toi aujourd'hui. Tu as commencé avec nous, tu étais toujours là. Ce que j'aimerais maintenant, ils sont quelques-uns, il y en a qui avaient des cours. J'aimerais en fait, pour les personnes qui sont encore là, quelques personnes, on n'aura peut-être pas beaucoup de temps de questions, mais j'aimerais que vous, de tout ce que vous savez sur le leadership, j'aimerais que vous nommiez, en fonction de ce que vous avez observé de Jean-Paul, j'aimerais que vous nommiez une caractéristique de leader chez Jean-Paul. Et là, je vais commencer avec quelqu'un qui assistait à beaucoup de nos réunions, mais qui n'est pas étudiante en médecine aujourd'hui, mais qui est une infirmière, Laurence, qu'on essaie aussi de courtiser dans notre Living Lab, qui vient de terminer son AMHR. Donc, elle vient de finir le programme avec Mintzberg que tu connais, Jean-Paul. Donc, on était étudiants ensemble.
Et Laurence, justement, elle a fait son projet de maîtrise sur l'innovation en santé. Donc, Laurence, qu'est-ce que tu as remarqué de ce gentilhomme que tu connaissais un peu des autres Zooms, là, mais aujourd'hui? Alors, Laurence, qu'est-ce que tu as remarqué comme caractéristique de leader chez Jean-Paul? Si tu as nommé une ou deux caractéristiques, on va faire le tour à la fin. Ben, malheureusement, j'ai manqué un petit peu le début de la présentation, donc je vais le réécouter plus tard. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a vraiment cette envie que tout le monde comprenne. C'est l'impression que j'ai sentie, peut-être je me trompe, là, mais c'était vraiment que chaque détail, chaque complexité, Jean-Paul l'explique d'une très belle façon et rajoute tous les détails et l'émotion pour nous engager dans la conversation et pour être sûr qu'on comprenne tous les détails de la situation. Moi, c'est ça que j'ai remarqué. OK, c'est vraiment un bon point. Et là, je vais demander à une autre leader qui est ici, puis on veut vous attraper, Madame Odile Comeau, qui est préfet dans Charlevoix, du côté est. Donc, Madame Comeau, merci d'être là aujourd'hui. Et donc, on est dans le domaine technologique, mais vous venez de voir quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Paul, vous l'avez vu dans des réunions? Non? Bien, alors, donc, on a une citoyenne, décideur, et vous avez entendu, donc, Mme Comeau, c'est une leader. Et puis, quelles caractéristiques de leader est-ce que vous avez pu remarquer chez Jean-Paul, Mme Comeau, vous qui êtes en politique, tu sais, dans le fond, il a parlé de politiciens et tout. Qu'est-ce que vous avez remarqué, Mme Comeau? Moi, il y a quelque chose que vous avez dit, M. Fortin. Je suis très heureuse d'avoir assisté à la réunion là, cet après-midi. Pour moi, c'est vraiment formidable. Je vous remercie beaucoup pour votre générosité, mais quand vous avez dit que vous vouliez être utile aux plus vulnérables, moi, ça vient me chercher tout de suite. Je pense que pour moi aussi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée toute ma vie. Je ne sais pas si ça vient de nos familles ou si c'est plus personnel, mais c'est vraiment quelque chose. Et vous savez, ce qui m'a étonnée aussi, c'est que je connais le Zaïre, je connais le Niger. C'est des endroits aussi où j'ai travaillé. Donc, je me disais, comment, tu sais, il y a des... c'est intéressant de faire ces rencontres. Je vous remercie beaucoup. Et puis, voilà. Tout le privilège était pour moi aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup, Mme Comeau. C'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour tout ce que vous faites. On sent vraiment votre intérêt d'aider les gens et d'être utile aussi. On vous a vu beaucoup durant la pandémie et c'est pas fini, évidemment. Je vais aller avec Émilie, qui est étudiante en médecine. Donc, il nous en reste deux à l'écran aujourd'hui parce que les autres avaient des cours. Émilie, qu'est-ce que tu as remarqué comme caractéristique de leader chez Jean-Paul? Ben, moi, ce qui m'impressionne beaucoup avec Jean-Paul depuis le début, là, on a beaucoup eu l'occasion d'interagir avec lui et puis d'avoir son aide tout au long du projet. Mais moi, j'ai été vraiment impressionnée par ses grandes capacités de communication. M. Jean-Paul, vous êtes vraiment capable de bien formuler vos idées, de bien les apporter, même d'amener les critiques de façon constructive. Je trouve vraiment que vous savez interpeller l'auditeur. Puis ça, je crois que c'est vraiment une caractéristique importante d'un leader. Capacité de communication exemplaire, tout à fait. Alors là, Diane, je ne sais pas, tu es en cellulaire. Est-ce que Diane, tu es autre étudiante en médecine, tu es peut-être en train de suivre ton cours en même temps? Je ne sais pas, Diane, si tu peux te joindre. Mais sinon, je vais demander à Jenny, notre coordonnatrice, qui t'a vu aussi beaucoup. Jenny, toi, tu as fait le stage aussi, 2 mois de stage de leadership et d'innovation. D'ailleurs, Mme Comeau, on va peut-être vous embarquer dans le stage, là. Je pense à ça spontanément. Ça serait vraiment le fun. Est-ce que vous continuez en novembre comme renouvelez-vous votre mandat? Ça, c'est les citoyens qui vont décider. OK, mais vous vous représentez. Vous vous représentez. OK, parfait. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, M. Fortin, décide de ne pas se représenter.
Et donc, mais bon, ça serait le fun de vous avoir avec nous pour pouvoir apprendre de vous aussi. Donc, Diane, tu es réapparue à l'écran. Est-ce que tu as eu la chance donc, Diane, étudiante en médecine, est-ce que, Diane, tu as remarqué une caractéristique de leader de Jean-Paul? Ouais, je suis en auto, là. Je sors de Montréal. Donc, vous allez m'excuser si c'est trop bruyant. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est parfait. OK. Oui, donc, en fait, avec toutes les interactions qu'on a eues, avec toutes les interactions qu'on a eues avec Jean-Paul, et puis surtout avec les papiers que j'ai pu lire, j'ai trouvé qu'il a vraiment une grosse empathie. C'est la manière surtout on dirait qu'il formule ses idées, c'est vraiment d'écouter les gens et faire sûr qu'ils forment comme quoi faire next based on ce que les gens on the ground disent et pas d'imposer nécessairement un framework sur eux. Donc ça j'ai vraiment apprécié parce que on voit pas ça souvent en académie, surtout parce qu'il y a beaucoup de technocrates et tout ça justement et peuvent pousser vraiment leur idée et puis donc c'est ça, j'ai vraiment apprécié l'empathie dans tout ce qui fait. Merci beaucoup, Diane. Est-ce que Jenny, je pense qu'Hassan était là, donc après ça, je ne sais pas si Hassan va pouvoir commenter en fait, peut-être même faire le mot de la fin, mais Jenny, toi qui l'as côtoyé, qu'est-ce que tu penses? Dans les choses qui n'ont pas été dites ou moins dites, peut-être son immense humilité, oui, sa vision, son écoute. Puis, ce qui m'impressionne depuis le début de Jean-Paul, c'est à quel point il est contemporain. Tu sais, dans le fond, moi, je viens d'un autre milieu, tu sais, développement économique, l'industrie touristique, l'agroalimentaire, puis on vit tous les problèmes en innovation, en transformation, en gestion du changement. Puis tout ce que vous dites, ça se transporte dans d'autres domaines. Fait que c'est hyper inspirant. Puis, tu sais, tout ce que vous dites, c'est dans les moindres détails, tu sais, les bonnes pratiques d'aujourd'hui, tout ça. Fait que, tu sais, je trouve ça magnifique de voir à quel point que vous avez évolué au fil des changements. Fait que, voilà, c'était mon petit mot. Merci beaucoup, Jenny. Je dirais presque le mot de la fin à Hassan Alani, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps en grande entrevue, grand expert en télésanté, en intelligence artificielle, name it, un grand intellectuel et était un étudiant de Jean-Paul. Toi, Hassan, quelle caractéristique de leader que tu n'as pas entendu aujourd'hui que tu vois chez Jean-Paul, que tu connais mieux que nous tous? Bonjour tout le monde, excusez-moi, j'ai mis ma caméra désactivée parce que je suis sur une autre planète. En termes de connexion, c'est pas évident. Écoutez, sincèrement, je suis toujours ému d'entendre Jean-Paul parler parce que maintenant, ça fait 7 ans qu'on se connaît, donc de mentor, directeur de thèse, collègue et même ami. Actuellement, comme quoi, les histoires avec les directeurs de thèse ne se finissent jamais, ne se terminent pas toujours mal. Donc, il y a aussi de formidables histoires. En fait, au niveau du leadership avec Jean-Paul, je trouve qu'il y a quelque chose en fait que j'ai découvert, mais je ne sais pas, probablement c'est spécifique au Québec parce que j'ai quand même assez voyagé dans ma vie. J'en ai rencontré pas mal de personnages. En fait, il y a une sorte de leadership. En fait, il y a des gens qui rayonnent et des gens qui font rayonner. Et je pense que cette espèce rare de personnes qui, à mon avis, qui sont hyper intelligentes, qui sont souvent de l'ombre parce que justement, l'humilité, la modestie, c'est comme les lumières. Pas la lumière leur fait peur, mais c'est juste que ils sont plus grands que la lumière, en fait. Donc, ils font rayonner. Et là, j'en ai croisé 2 ou 3 dans ma vie. Et Jean-Paul, vraiment, on est l'exemple. C'est pas que je lui ai fait des compliments, il le sait très bien. La preuve, c'est qu'on travaille toujours ensemble et on se parle souvent aussi.
Et pour moi, c'est cette sorte de leadership qui est vraiment importante et fondamentale parce que si je reparaphrase un peu un de mes maîtres à penser, qui est Friedrich Nietzsche, qui disait ne pas dépasser le maître, c'est le pire des cadeaux à offrir à son mentor, en fait. Donc, c'est vraiment Jean-Paul, le fait qu'il nous pousse à nous dépasser intellectuellement, humainement aussi, par sa générosité. Là, on se raconte une blague quand je suis arrivé, quand j'ai rencontré Jean-Paul la première fois quand je suis arrivé du Québec, enfin de France. C'était les trois mois les plus difficiles de mon existence quand je travaillais avec Jean-Paul. C'était difficile parce que Jean-Paul était tellement généreux, il est toujours d'ailleurs intellectuellement, il a toujours envie de transmettre. Mais moi, le problème, c'est qu'à l'époque, c'était tellement, en fait, ce qu'on appelle la surcharge cognitive. C'est tout assimilé, cette information-là, cette générosité intellectuelle. Mais il y avait, au bout de 3 mois, il y avait un déclic qui s'était fait et la machine était lancée et on est encore rendu là aujourd'hui. On travaille, on a du plaisir à travailler ensemble et même juste à discuter sur les affaires du monde. Je pense que c'est cette qualité-là au niveau du leadership qui est fondamentale de par mon parcours, en fait. C'est ces gens-là qui nous poussent à nous dépasser, à nous valoriser aussi avec nos propres faiblesses, en fait. On a nos fragilités, on a nos faiblesses, on a nos échecs, mais il y a des gens qui sont capables de nous faire renaître, en fait, comme des phénix, justement, de ces expériences-là pour aller de l'avant, en fait. C'est à peu près le résumé de ce que je peux dire de Jean-Paul. Wow, si bien dit. Jean-Paul, oui. Beaucoup d'hommages totalement mérités. Moi, j'aimerais te poser une question, Jean-Paul. Si on l'a posé justement au major général Bilodeau la semaine passée, ou il y a quelques semaines, en fait, il y a quelques semaines, parce que, bon, on sait que c'est un militaire, les dangers, mais la COVID nous a permis de réaliser notre vulnérabilité comme personne. Dis-moi, si jamais il t'arrivait quelque chose, on ne te le souhaite pas, comment est-ce que tu aimerais qu'on se rappelle de toi? Je ne sais pas, le réflexe que j'ai, c'est que je ne suis pas sûr que j'aimerais nécessairement qu'on se rappelle de moi. J'aimerais plus qu'on se rappelle des valeurs pour lesquelles on se bat, pour lesquelles ce qui nous anime, ce qui nous fait avancer. Puis donc c'est plus de ce côté-là quand ce genre de questions-là, ben c'est la première fois qu'on me la pose. Je t'ai vu venir parce que je t'ai entendu la poser à d'autres. Mais tu sais, je me disais, je suis pas sûr que c'est vraiment la façon dont on va se rappeler de moi, que l'importance qu'il y ait une suite, que les valeurs qui étaient en arrière de tout ce qu'on a essayé de faire ensemble puissent se poursuivre, évoluer et avancer. Et c'est un petit peu le genre de moteur que, comme le Living Lab me donne l'occasion de ça. Hassan me donne le rêve d'avoir une suite dans ce qui se fait puis dans ces valeurs-là, parce que c'est très partagé, puis en même temps, il y a comme une capacité là, de les faire cheminer. Donc, c'est plus comme ça que je vois la suite, là, que les gens se rappellent des valeurs que j'avais et des combats, puis peut-être des grands thèmes là que je radote systématiquement là sur la guerre au silo, puis apprendre de ce qu'on sait déjà, et surtout l'importance du terrain, travailler en équipe. Parce que dans le fond, d'abord, je remercie tout le monde de leurs commentaires. Là, c'est très très gentil, c'est émouvant. Mais dans le fond, moi, je suis juste, je dirais, le ramassis de tout ce que j'ai pu apprendre avec les gens avec qui j'ai travaillé. C'est une construction finalement d'événements, et surtout de gens de très grande valeur là, avec qui j'ai pu cheminer. Là. Je sais pas si ça répond à ta question. Jean-Paul encore dit avec encore autant d'humilité. Ce genre de réponse-là, je ne l'ai jamais entendu. Ça va dans le même sens qu'Hassan. Il ne veut pas qu'on se rappelle de lui, mais plus des valeurs. Donc, je pense que tu as visé dans le mille sur ton mentor, Hassan. Jean-Paul, moi, je ne sais pas quoi te dire. J'ai juste le goût de te dire que merci. Je suis ému. Mais en fait, là, c'est moi qui devrais vous remercier. Vous avez
vous avez été l'occasion, justement, pour me préparer, là, j'ai refait un long retour en arrière pour essayer, encore là, de comprendre, puis de voir, puis d'analyser les éléments, puis qu'est-ce qui était les choses qui ont pu influencer le cheminement puis l'évolution des choses. Fait que ça a été un retour en arrière qui a été très intéressant, très riche, puis je trouve que les messages même que j'ai échangés avec vous sont des messages dont je vais me rappeler d'ici. Avec le temps, il faut que je me trouve des trucs pour me rappeler des choses. Mais à quelque part, là, donc l'invitation pour moi a été vraiment, je le vois comme un cadeau, puis comme une opportunité qui a été probablement plus utile encore à moi. Mais en même temps, je vois que ça peut être utile, puis que ça a été apprécié. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Je voulais juste faire un petit message concernant ma blonde. Françoise a été et est toujours. Je fais partie des minorités visibles, hein, qui est encore avec la même épouse depuis plus de 40 ans, et qui a été en cours de route. Elle a fait partie de l'équipe. Elle a été dans les tout débuts de la télésanté. Elle était là. Elle a été professionnelle de recherche et anthropologue. Et donc, dans tout le cheminement dont je vous ai parlé, elle était là. Elle a apporté énormément d'idées. C'est une fille d'une infirmière de salle d'urgence en plus. Donc, c'était quelqu'un de très dynamique. Et je tenais à le souligner. Et juste l'autre petit clin d'œil, c'est Mintzberg. Mintzberg, c'est pas par hasard que probablement qu'on a un discours qui se rejoint sur un certain nombre d'enjeux, d'innovation, de valeurs et tout ça. Parce que Mintzberg est un de mes maîtres à penser, même si je l'ai jamais rencontré comme tel. Un des collègues avec qui je travaille depuis presque 15 ans, Lise Lamotte, est un produit, je dirais, de Mintzberg. Lise a fait son doctorat avec Mintzberg. Je lis systématiquement ses productions et je m'en sers systématiquement comme parce que je trouve qu'il est très inspirant. Et en tout cas, donc de ce côté-là, c'est probablement une des raisons qui fait qu'on se rejoint sur plusieurs points aussi. Et donc, Laurence, va falloir qu'il rencontre Henry un jour. Il faut organiser ça. Et Jean-Paul, donc, moi, je te dis merci encore une fois pour ta grande générosité. On est le 9 septembre 2021 dans le Living Lab Charlevoix, au début d'une quatrième vague de cette pandémie-là. Merci beaucoup, Jean-Paul, et on va passer plus de temps avec toi. Au revoir tout le monde. Merci. Merci à toi.